C'est ça aussi peut-être la limite de la conciergerie, ils sont découragés ceux qui veulent, c'est que c'est pas le business le plus rentable de l'histoire. Il y en a qui essaient de dire que c'est scalable, nous on trouve pas que c'est scalable parce qu'en réalité un nouveau bien et bah, il C'est faut un plus de travail, ouais. il faut un prestataire de ménage, enfin Un accompagnement pour tout ce qui est channel manager, logistique pour les plannings de ménage et les entrées, les sorties, et pour tout ce qui est annonce Airbnb, ce qu'on lui fera aussi, hein. il faut juste, je pense que ça peut être un conseil, c'est savoir payer, hein, ses prestataires parce que c'est quand même sur eux que ça repose, surtout sur des grandes propriétés, sur des propriétés de standing, on peut pas lésiner sur la qualité sur le ménage. Et du coup, ils ont en temps réel leur chiffre d'affaires moins notre commission. Donc ils peuvent suivre mois, ils ont un récap mois après mois et surtout annuel. Donc voilà, il n'y a pas d'excuses, ils ont tout à disposition. Salut les conciergeries Airbnb, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau talk show Conciergerie de rêve. Et comme d'habitude, aujourd'hui, je suis avec des invités de marque, j'allais presque dire de prestige, vu le type de bien dans lequel ils nous invitent aujourd'hui. Donc, je reçois Virginie et Rolf, qui sont les dirigeants de la société ou de la conciergerie Les Suites Indivio. Donc, on va échanger sur leur façon de travailler et les types de biens qu'ils gèrent, parce que c'est assez intéressant et ça, vous allez le voir dans la suite de ce talk show. Déjà, on va les accueillir dans le studio. Salut Virginie, salut Rolf. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On partage aujourd'hui autour de votre conciergerie qui est assez particulière parce qu'on n'en avait pas encore reçu dans le studio et sur le plateau des conciergeries qui gèrent des demeures de plutôt haut de gamme, on va dire, on va le classifier comme et vous êtes spécialisé donc sur ce type de bien. Vous êtes dans la région Bourgogne globalement. Alors déjà, peut-être pour qu'on puisse un petit peu comprendre un peu qui vous êtes et quel est votre parcours. J'aime bien m'intéresser un petit peu à votre parcours d'entrepreneur, voire parfois avec des choses un petit peu plus personnelles aussi, parce que c'est intéressant de savoir comment vous avez démarré. Alors peut-être la première question que j'aime bien poser, c'est finalement comment vous êtes retrouvés dans le monde de la conciergerie tous les deux. Donc, Virginie et Rolf, je ne sais pas lequel des deux va répondre. Donc je vous laisse prendre la main. Comment vous êtes arrivés dans ce monde de la conciergerie justement? D'accord, déjà, merci Henrik de nous accueillir. Nous, en fait, on a commencé par l'investissement. En gros, en 2018, dès qu'on a eu nos premiers CDI, on a investi en fait via un crédit immobilier. Donc à l'époque, les taux étaient bas et le marché dijonnais où on a commencé était assez abordable. Et du coup, on a acheté notre premier bien, donc c'était la résidence principale, mais dans l'optique de pouvoir la mettre en Airbnb plus tard. Et c'est en 2019, vraiment, quand on a investi dans notre deuxième bien, spécialement pour faire du Airbnb, qu'on s'est dit qu'on se lançait dans la location courte durée. Donc, on l'a fait par le biais de l'investissement. Ensuite, en 2020, on s'est mis en location, on a mis notre résidence principale. En 2021, on a racheté le troisième bien et on a enchaîné nos CDI. On avait des jobs en plus à plus de 40 heures par semaine. Entre midi et 2, on faisait les ménages. Voilà. Après, on a toujours eu, comme c'était nos propres biens, voilà, des décos très soignés. On a un des appartements qui a des pierres de Bourgogne apparentes, choses comme ça. Donc, des biens assez beaux pour commencer. Et voilà, c'est vraiment par la location courte durée. Et on souhaitait se lancer dans l'entrepreneuriat, et puis on ne savait pas quoi faire. On avait notre business des 3 appartements à côté, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Et un jour, Virginie, elle a lu les clics, elle nous a dit pourquoi pas. Oui, en fait, on cherchait un peu le business et en réalité, on l'avait sous nos yeux, en fait, on faisait de l'argent avec Airbnb. Notre spécificité aussi, c'est aussi pour ça, je pense que la conciergerie, on s'est dirigé sur du haut de gamme. C'est que nous, dès le début, souvent, quand on conseille des jeunes investisseurs, on leur dit trouve le bien vraiment pas cher, négocie-le, fais des travaux, etc. Sauf que nous, je ne pourrais pas l'expliquer, mais tout de suite,
pas le premier qu'on a acheté pour notre résidence principale, mais le premier qu'on a vraiment acheté pour faire du Airbnb, il était assez cher au niveau du prix du marché, etc. Mais il était clé en main, il était magnifique, il était déjà décoré, on l'avait acheté meublé, etc. Donc on a fait ce pari-là, et en réalité, le pari, il a quand même marché, parce que ce bien, il fait un énorme chiffre d'affaires. Sur le marché dijonnais, c'est un des top 5, top 3 depuis 4 ans. Donc c'est un peu notre spécificité. On a tout de suite misé sur le standing, sur la qualité des biens, sans essayer de faire des fausses économies. Et au-delà de la qualité du bien, avec des spécificités, par exemple cet appartement qu'on avait acheté cher, il a une vue sur la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. Et c'est quasiment, il y en a un deuxième qui est au-dessus. C'est unique. Voilà, c'est unique. Il y a la vue de celui qui est au-dessus, mais c'est tout. Après, il n'y en a plus d'autres. Sur le côté, il y a des restaurants, choses comme ça. Donc, il n'y a pas d'autres qui ont la même vue sur cette cathédrale. Voilà, donc pour l'exemple. Pendant plus de 3 ans, on a géré nos biens nous-mêmes. Voilà. Entre midi et deux, sur la pause déjeuner, on faisait tout, en fait. On faisait vraiment tout. Parce que nous, notre objectif, c'était de générer un maximum de bénéfices avec ces investissements. Ça nous a vraiment permis de faire levier pour justement acheter le deuxième, le troisième, pour prouver aux banques qu'on savait faire de l'argent avec l'immobilier. Et puis ça nous a permis surtout de maîtriser de A à Z, en fait, les process d'une conciergerie, en fait. Parce qu'au bout de 3 biens, on s'est dit, en fait, effectivement, on peut le proposer à d'autres personnes et le faire pour eux. Et donc, on a lancé notre conciergerie comme ça. Ok, cool. Ouais, c'est vrai que c'est le parcours assez qu'on retrouve quand même assez régulièrement avec on investit dans nos propres biens, on gère un peu nous-mêmes, en fait, on découvre finalement comment ça fonctionne. Et je pense que du coup, vous en avez profité pour en fait découvrir vraiment tous les aspects positifs, parce que quand ça marche, c'est cool, mais aussi les aspects un peu plus, plus difficiles. Comme tu dis, d'aller faire les ménages entre midi et 2, c'est pas marrant, quoi. Enfin, en plus, il faut être hyper speed. Derrière, tu as ton job à reprendre. Donc voilà, tu n'as pas trop droit à l'erreur. C'est des bons souvenirs quand même. Ouais. Quand on y repense maintenant, ça nous fait rire. Ouais, c'est ça. Sur le coup, quand tu avais une galère, tu rigoles pas. Mais c'est vrai que après coup, tu te dis, ouais, mais c'était quand même un super souvenir, puis une super expérience, quoi. Ouais, c'est formateur, très formateur. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, du coup, peut-être pour revenir sur le début de votre parcours, je reviendrai un peu. Il y a une question qui me trotte, c'est est-ce que vous aviez des diplômes avant de démarrer? Alors, vous verrez pourquoi je pose la question pour la suite. Parce que j'aime bien connaître un peu le profil des gens, parce que je commence à avoir des personnes qui pensent que voilà, il vaut mieux être, je ne vais pas dire hyper diplômé et tout, mais il y a une sensation où on veut être diplômé avant même de se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'était votre cas déjà? Et quel diplôme vous avez un petit peu en termes de formation initiale? Et voilà, comment vous avez vécu la suite? Est-ce que ça vous a servi déjà pour la suite? Voilà, je vais déjà commencer par ça. Ouais, c'est intéressant comme question. Donc, oui, on a des diplômes. Donc, moi, je suis allée jusqu'au master plutôt marketing, management de la stratégie commerciale. Mais je pense qu'en fait, on a toujours voulu faire de l'entrepreneuriat, mais au début, c'était pas très clair. On voulait surtout en fait un CDI et un job relativement bien payé pour faire tout de suite effet de levier sur l'immobilier, etc. Donc ouais, moi je suis plutôt dans le marketing en fait. J'ai donc études marketing jusqu'au bac+5 et j'ai réalisé 5 ans donc en entreprise en tant que responsable marketing. Et je vais laisser Rolf aussi parler de lui, mais effectivement je pense que ça aide beaucoup quand même pour structurer une conciergerie. Ouais. Après, moi, j'ai repris mes études assez tard parce que, en gros, je me suis arrêté au bac pro commerce et moi, j'ai repris mes études seulement à 25 ans pour rentrer dans le monde bancaire. Pour être conseiller bancaire, il me fallait absolument un bac+2, donc j'ai fait ça en accéléré avec une formation de 8 mois qui a permis d'avoir un bac+2. Voilà, sur papier, pour pouvoir rentrer dans la banque, parce qu'à l'époque, pour rentrer dans la banque, c'était minimum bac+2, maintenant, il faut bac+3. Et du coup, je voulais faire conseiller bancaire parce que je m'y connaissais, je m'intéressais beaucoup au milieu de la banque, tout ce qui était livret d'épargne, placement, tout ce qui était carte bancaire. De base, avant de me lancer là-dedans, et j'ai fait le diplôme, voilà, par défaut
pour pouvoir rentrer, parce que c'était obligatoire de rentrer dans les clous. Sinon, je te cache pas que moi, j'aurais jamais repris les études ou choses comme ça. Parce que moi, je suis vraiment pas fait pour ça. Je suis pas dans voilà, je suis plus dans l'action que dans tout ce qui est théorie. Au contraire, Virginie, qui est plus dans la théorie, après qui arrive à l'appliquer correctement, mais qui a plus d'appétence pour les études. Moi, c'est tout à fait le contraire. Et donc, on s'est servi de de mon passage à la banque pour faire levier sur l'immobilier. C'est là où j'ai compris. Je savais avant d'aller dans la banque qu'il fallait faire des crédits pour investir dans l'immobilier, mais voilà. Oui, ça nous a bien aidé. Ça nous En plus, a c'était la aidé. période, vraiment, Avec les taux très bas, voilà. C'était le moment. C'était idéal, effectivement. Ah ouais, c'est clair. 2018-2019, c'était les bons moments. C'était l'Eldorado. Pour avoir investi aussi à titre personnel dans les années qui précédaient, on avait des taux, on était en dessous de 1%. C'est juste de la folie. C'était juste de la folie. Mais bon, voilà. Après, il faut s'adapter. Le monde d'aujourd'hui est un peu différent. Mais ouais, d'accord. Donc, du coup, ça veut dire que, ouais, en fait, finalement, c'était quand même assez complémentaire quand je regarde, quand je réfléchis un peu à votre parcours, parce que du coup, Virginie, justement, des compétences marketing, je trouve ça hyper intéressant. On va y venir pour la suite pour votre conciergerie, parce que le marketing, je trouve que c'est un peu aussi, alors je ne vais pas dire l'avenir des conciergeries, parce que c'est déjà actuel en fait, mais je pense que côté conciergerie, on manque un peu de compétences en marketing, justement. Ouais, clairement. Ouais. On externalise aussi parfois, on fait, voilà. Mais je trouve que c'est des compétences qui nous manquent. Est-ce que tu dirais, avant de passer à ta conciergerie, mais est-ce que tu dirais que c'est des compétences qui t'ont servi justement pour ta conciergerie? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes appuyé? Oui. Oui, clairement, parce que je trouve qu'en très peu de temps, on a réussi tout de suite à avoir une image de marque, dans un premier temps localement, parce que c'est notre marché, contrairement à d'autres. Je trouve que la conciergerie, la plupart des concierges, ils ont plus des profils d'artisans, c'est-à-dire, par exemple, c'est pas dévalorisant, mais par exemple, quand on fait appel à un plombier, on fait appel à un plombier. On ne fait pas appel à telle personne. Enfin, vous voyez, ils n'ont pas d'image de marque, ils n'ont pas d'image de marque, tout simplement. Alors que, nous, tout de suite, on a voulu avoir une image de marque et je pense que ça nous a vraiment aidé à se développer assez rapidement et avoir justement des biens haut de gamme assez rapidement, parce qu'on ne faisait pas appel aux suites individuelles juste parce qu'on est le premier concierge qui tombe dans le référencement Google, bam, je le prends. Voilà, quand on nous contacte, souvent on nous connaît, on connaît le nom. Voilà. Et la plupart, nous aujourd'hui, on cherche plus de clients, c'est les clients qui viennent à nous, alors que notre conciergerie, ça fait pas 10 ans non plus qu'on existe, quoi. Donc c'est plutôt, franchement, ça nous a vraiment aidé. Et je trouve que c'est plus valorisant aussi, même en tant qu'entrepreneur, en fait, parce qu'on a une image de marque, donc je sais pas, c'est plus valorisant c'est quand même un métier parfois qui est assez difficile, le métier de conciergerie qui peut, c'est pas forcément très glamour, donc d'avoir une image de marque, je pense que ça aide pour les prospects, mais ça nous aide nous aussi à avoir envie de continuer, parce qu'on crée quelque chose, on crée une vraie entreprise avec une image et des valeurs. Ouais, tout à fait. On rentrera dans le détail justement de cet aspect-là et on aura votre point de vue justement. Donc on y viendra dans la suite, effectivement. Donc c'est super intéressant. Ce que je vous propose, que du coup on a un petit peu rapidement compris un peu votre profil. Donc vous avez une conciergerie, on l'a dit, sur la Bourgogne, donc suite à vos investissements personnels, on va dire. Là déjà, en quelques mots avant de passer à la séquence suivante, qu'est-ce que ça vous a appris de gérer vos propres biens? Qu'est-ce que ça vous a appris pour pouvoir passer justement à l'étape d'entreprendre et de créer une conciergerie? Parce que malgré tout, gérer ses propres biens, c'est une chose, et c'est bien, ça nous permet de mettre le pied à l'étrier, mais n'empêche que c'est pas encore une conciergerie quand même. D'un point de vue logistique, ça nous a beaucoup servi, parce que c'est avant même d'avoir une conciergerie, quand on se retrouve avec 3 biens, ou même le premier, il faut trouver quelqu'un pour la blanchisserie. On ne peut pas faire les linges nous-mêmes, sachant que nous, on est sur Dijon, c'est un peu comme sur Paris. Ça va être du 2-3 nuits. La moyenne, c'est 2,5 nuits par
par séjour, oui. Donc, faut trouver une blanchisserie. Donc, ça m'a permis de trouver la blanchisserie. Ça m'a permis de gérer tout ce qui est planning, rentrer des biens quand est-ce qu'il y a le ménage ou autre. Ça nous a servi aussi de nous mettre un channel manager, donc vraiment tout ce qui est logistique de base. Et aussi, ça nous a, avant la conciergerie, montré ce qu'on pouvait faire au niveau chiffre d'affaires. Et du coup, pour pouvoir présenter à des clients, même si on n'avait jamais géré de maison, nous, avec tel appartement, on peut faire tant. Donc, c'est sûr qu'avec votre maison, voilà. Ouais, puis on est assez bon sur les chiffres. Hein. Ouais. Parce que la première maison qu'on a devisée, on avait fait un prévisionnel, mais un peu avec notre expérience. Au doigt mouillé, ouais. Ouais, et en fait, la première année, on a fait quasiment tout pile, quoi. Ouais, tout pile le chiffre d'affaires, ouais. Des fois, on a c'est fait pour ça, quoi. Ouais, ok. Ouais, ça on a commencé à se professionnaliser, ouais. Ouais, d'accord. Ça vous a vraiment mis le pied à l'étrier, on va dire, de découvrir un peu les choses en partant de zéro. Et c'est vrai que c'est important aussi, parce qu'il faut bien démarrer. Et est-ce que, petite question complémentaire, est-ce que vous étiez formé sur la conciergerie avant, enfin au préalable de ça ou en parallèle, ou est-ce que c'est vraiment l'apprentissage? Non, justement, on a fait l'erreur. Tu peux la raconter, l'anecdote du 50%? Et ça, c'est triste parce que, en fait, avant, je vais t'expliquer, Henrik, que tu saches. Nous, on n'a jamais mis de frais de ménage sur nos 3 appartements. Voilà. On avait peut-être mis 5 € à un moment pour, je ne sais plus pourquoi, sur un des 3 appartements. On n'avait jamais mis de frais de ménage, donc voilà. Nous, on mettait sur Airbnb sans frais de ménage. Et donc, au moment de lancer la conciergerie, moi, je calcule le business plan et je dis à Virginie, il va falloir prendre 50% aux propriétaires parce que sinon, on ne vit pas, quoi. Il y a 25% quasiment qui partent en blanchisserie et prestataires de ménage. Et si on veut avoir 25%, voilà. Donc, c'est 50%. Ouais. Vas-y, je te laisse raconter. Mais ouais, en fait, c'est rigolo. Mais comme quoi, après, nous, on est comme ça. Hein, souvent, on se lance. Je pense que dans l'entrepreneuriat, il faut se lancer parce que si on réfléchit trop, si on intellectualise trop, des fois, on ne fait rien. Mais en fait, on s'est lancé à 50% de commission. On a eu des clients, on a eu des propriétaires. On a réussi à signer certains clients à 50%, mais en fait, on les arnaquait pas, hein, parce qu'en réalité, on faisait pas de rétrocession de frais de ménage. Voilà. Parce qu'en fait, on s'est tellement lancé comme ça qu'on n'avait même pas regardé ce que les autres conciergeries faisaient. Et en fait, on a vu qu'on a signé 2-3 clients à 50%, mais on sentait que ça allait psychologiquement, c'était pas bon, quoi. Et c'est vraiment, ils avaient l'impression de se faire voler. Ça. Et donc, à un moment donné, j'ai dit à Rolf, mais on va regarder, comment ils font les autres. Et là, c'est vraiment bête, hein, c'est ridicule, mais on s'est rendu compte que les autres, ils prenaient entre, je sais pas, 15, 20, 25, voire 30, et qu'ils faisaient des rétrocessions sur les frais de ménage. Et là, on s'est dit, mais oui. Mais c'est fou, comme quoi le marketing, en fait, et aujourd'hui, quand on calcule ce qu'on prend en rétrocession par bien, plus nous, on est à peu près à 25, voire 30%, ça fait 50% en fait. Mais juste quand on dit à quelqu'un, on vous prend 50%, ça passe pas. Alors que si on lui dit, on vous prend 25% et les frais de ménage et frais de linge, on fait une rétrocession. Ça passe avec les impôts, mais c'est tout. Ouais. Donc voilà, c'est une petite anecdote comme quoi faut pas avoir honte quand on se lance. Ouais, en fait, vous êtes lancé un peu comme vous le sentiez avec l'expérience que vous aviez. Ouais. Et ce qui est assez fou, c'est que ça a marché au début, alors plus ou moins bien évidemment, mais c'est vrai qu'après, non, mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est que le calcul in fine, de toute façon, oui, ça revient à 50-50, hein, de toute façon. Il n'y a pas le choix. Donc, au bout du bout, c'est vrai que c'est plus un affichage, quoi. Mais c'est vrai que quand tu discutes après avec ton propriétaire, j'anticipe un petit peu le talk là, mais c'est vrai que quand tu discutes avec ton propriétaire, de toute façon, il y a plein de choses que tu vas lui expliquer. Et il n'est pas idiot, il se rend bien compte que ça fera 50-50. Oui. Mais oui, c'est un affichage. Et là, pour le coup, le marketing est hyper important. Pourtant, je m'étais loupée là sur le coup. Le produit était mal présenté. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, super. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à la séquence du pitch, parce qu'on a compris un peu votre parcours, on a anticipé un tout petit peu sur comment fonctionne notre conciergerie, en tout cas comment elle a démarré. Ce que je propose, c'est qu'on passe justement sur la séquence du pitch. Donc, vous allez avoir 2 minutes pour pitcher vos services,
comme si on était des propriétaires potentiellement intéressés par vos services. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire qui pourrait être intéressant pour nous en tant que propriétaires? Donc, je vous laisse. Attention, c'est une petite expérience assez sympa. Je vous laisse 2 minutes maximum. Je démarre le chrono. Je ne l'affiche pas, mais je le démarre. Je le fais. Ouais. Allez, j'ai essayé, mais c'est vrai que si j'avais su, je me serais entraînée. Ce qui implique que ça se travaille. Sachant que d'habitude, en rendez-vous propriétaire, comme j'ai été conseiller bancaire, donc c'est plus un métier de commercial. C'est moi le commercial, donc c'est plus moi qui pitch, donc là, qui baratine, entre guillemets. Quoi. Donc, non, les suites Indivior, on est une conciergerie haut de gamme, effectivement. On est basé sur Dijon, sur la Côte d'Or, et on va toute la Bourgogne. Ce qui nous différencie, je pense, c'est qu'on est avant tout également des investisseurs, également des propriétaires. Donc, on comprend les enjeux en fait de nos propriétaires. Et ce qui va également nous différencier, c'est que en fait, on ne prend pas des biens haut de gamme pour dire qu'ils sont haut de gamme. On prend des biens de qualité où on est certain de faire de la performance. Donc nous, ce qu'on promet à nos propriétaires, c'est de la qualité, mais surtout de la performance, parce qu'on ne va pas se mentir, même s'il y a certains propriétaires qui n'aiment pas parler d'argent, si on investit et si on fait de la location saisonnière, c'est pour générer un chiffre d'affaires. Donc nous, on a une performance qui est supérieure de 20 à 30% par rapport au marché, en termes notamment de taux de remplissage, surtout du taux de remplissage. C'est vraiment notre gros atout, c'est que nous, notre taux de remplissage est excellent, et donc nos propriétaires bénéficient de très belles performances. Donc je pense que c'est vraiment notre qualité. Notre avantage, voilà. Et donc, pour avoir ces performances, bien sûr, il faut faire de la qualité en termes de prestations de conciergerie. Ça semble évident, en fait. Mais voilà. Et en plus du côté performance, on arrive à allier aussi le côté voyageur, où sur nos annonces, après, on gère une dizaine de biens. On n'a pas de notes, on est toujours super host en fait sur nos propriétés, donc on a rarement des notes en dessous des 4,80. Voilà. En fait, en termes de performance générale de tous les KPI qu'on peut connaître autour de la locationnaire, c'est vrai qu'on est, en toute transparence, on est excellent, et c'est ce qu'on vend en fait surtout à nos propriétaires. Parce que nous, avec notre propre parc immobilier, on veut faire de la performance, donc c'est ce qu'on veut aussi promettre à nos propriétaires. Ok, ça marche. Alors du coup, ça veut dire qu'un propriétaire qui aurait un bien immobilier, qui cherche une conciergerie dans votre secteur, est-ce qu'il a des critères à respecter avant de vous le confier? Parce que comme on est plutôt sur le haut de gamme, ça veut dire que... qu'est-ce que vous attendez justement côté bien, côté propriétaire, qu'est-ce que vous attendez de lui avant de pouvoir travailler avec lui? Et déjà, il va sur notre site et il remplit le formulaire, donc c'est tout simple. Qu'est-ce qui distingue son bien? Et là, il a une liste de 7 choses, donc soit produits je les connais plus, mais on va le faire en direct. En fait, on a mis en place un formulaire qui est en entonnoir et qui permet un peu d'auto-trier les prospects en fait qui arrivent, parce que tout de suite on lui demande les atouts de mon bien. Il y en a un peu plus que 7. Et les équipements standing du bien. Donc type emplacement attractif, cadre privilégié, volume et grands espaces, équipement haut de gamme, sauna, jacuzzi, borne de recharge électrique, etc. Et l'idée, c'est que en fait, si le bien est trop standard ou trop banal, en fait, il a aucune case à cocher, et donc ça filtre un peu. Et après, la deuxième étape, c'est de lui demander les photos. Voilà. Et vraiment, si ça nous plaît, on fait une visite sur place, on regarde, et là, on signe ensemble. Pour nous, un bien haut de gamme, bien effectivement, dans notre parc, on a des biens vraiment exceptionnels. On a un château, on a une maison d'architecte qui fait 300 mètres carrés, etc. Mais on a aussi des biens beaucoup plus petits, des T1, etc. Mais le minimum pour nous, c'est que le bien soit rénové, que le bien soit propre. Quand on est sur des salles de bain des années 70, des cuisines des années 90, etc., pour nous, c'est pas possible, même si c'est propre. En tout cas, ça rentre pas dans ce qu'on veut entrer dans notre parc. Et après, bien sûr, on rentre sur des équipements plus, on va sur des équipements plus standing, des saunas, des biens uniques en fait, des biens atypiques aussi. On entre sur l'atypique.
Ouais, ok. Et du coup, ouais, effectivement, alors le propriétaire qui cocherait aucune case, donc lui, il est entre guillemets, bah, il est un petit peu en jeu. Alors par contre, c'est quand même intéressant, je trouve, aussi bien pour le propriétaire que pour la conciergerie, c'est que du coup, comme vous triez, vous, ça vous permet effectivement bah, déjà d'avoir une petite sélection vis-à-vis des biens et des propriétaires. Je pense aussi que c'est intéressant, même pour le propriétaire, de se dire, ok, si je veux générer du cash, il va falloir C'est mettre ça. un petit investissement minimum. Mm. Et du coup, vous avez des propriétaires qui sont, entre guillemets, déjà eux-mêmes investis dans leurs propres biens. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui, voilà, qui ont envie que ça se rentabilise. Mm. Si vous choisissez, ils seront déjà, enfin, quelque part, ils ont déjà pré-choisi en allant C'est sur votre. ça. En général, c'est ça. C'est rare que ce soit. C'est rare qu'on ait eu des personnes avec le formulaire, hein. Peut-être une, mais en général, ils nous contactent tout de suite et on flash par exemple le château. Voilà, ils nous avaient contacté directement et C'est ça que souvent, voilà. on n'est pas mis en concurrence. Souvent, quand Voilà. ils veulent travailler avec nous, C'est ça, voilà, on est c'est rarement nous, il mis. n'y a plus qu'à les convaincre à C'est nouveau. ça. Mais ouais. Ouais, ok. Ça veut dire qu'il y a déjà du bouche à oreille quand même qui est en fonctionnement. Les gens qui ont des biens, entre guillemets, un peu haut de gamme, ils savent qu'ils vont passer par vous dans le secteur, quoi. Il y a quand même des Ouais. choses. Bah, avec la communication qu'on a, on développe aussi quand même un réseau, notamment au niveau des professionnels de l'immobilier. On essaye de s'associer plutôt bah, justement avec des agents immo qui traitent de biens haut de gamme. Enfin, c'est un tout, quoi. C'est un cercle vertueux. Et au-delà bah, de valoriser notre parc avec des biens haut de gamme, comme tu le disais tout à l'heure, nous, du coup, on est plus à même si parfois il y a des sorties de parcours, enfin ça marche pas toujours, mais souvent on tombe quand même sur des propriétaires qui sont plus alignés avec nos valeurs, qui sont plus cette mentalité d'investisseur, de faire de la qualité, de faire de la performance. Donc c'est important pour nous d'être alignés avec les propriétaires parce que sinon ça peut être compliqué pour les deux parties, quoi. Ça peut être laborieux, quoi, si on n'est pas aligné sur les valeurs. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, tu disais tout à l'heure, justement, dans l'approche, un de vos arguments, c'est notamment d'avoir une performance supérieure à la moyenne de 20 à 30%. Alors, c'est un truc que je mesure aussi, moi, de mon côté. Je vous laisserai répondre, mais j'y reviendrai aussi. Comment vous alignez avec des propriétaires, par exemple, alors, je ne sais pas s'il y a le cas, mais je ne sais pas, des grands biens style château ou autres, par exemple, qui vont peut-être faire le choix de fermer l'hiver, par exemple, ou de fermer à certaines périodes pour toute autre raison. Ouais. Justement, pour le château, on a fait le premier. Ça fait qu'1 an qu'on l'a, donc on a fait un premier hiver et elle a décidé, on a négocié ensemble de le fermer à partir de. Elle l'utilise pour les vacances parce que c'est aussi sa résidence secondaire, de le fermer mi-décembre et on le rouvre seulement au 3 février. J'ai réussi à négocier quand même 3 février. En lui expliquant que elle n'a pas eu besoin d'être transparente sur sa consommation électrique. Je l'ai deviné, en fait, parce qu'on a l'habitude avec la maison, par exemple, où les propriétaires sont un peu plus transparents. Ils nous envoient, parce qu'en fait, c'est des propriétaires anglais. Du coup, ils nous envoient, on fait aussi, en plus, leur traducteur. Donc, on a leur relevé EDF et tout, donc on sait comment ça consomme. Et je lui ai dit, sur le mois de janvier, par exemple, vous avez 700 € de consommation EDF pour 15 jours. Et là, elle m'a dit, ah oui, vous n'êtes pas loin. Bon. Et par exemple, là-dessus, j'ai essayé de lui expliquer que juste en louant 3 nuits, on rembourse cette consommation EDF, sachant qu'elle utilisait le bien peut-être 1 ou 2 jours dans ces 15 jours. Donc, essayer de relativiser en lui disant que tant que ça rembourse pour l'hiver, c'est bien, et après, le reste, c'est du plus. En fait, les propriétaires, mais même beaucoup d'investisseurs, d'ailleurs, je vais faire un post LinkedIn là-dessus, je pense qu'ils ont beaucoup de mal avec l'idée de point mort. En fait, ils ont l'impression... en fait, ils ont énormément de charges fixes. La location saisonnière, c'est quasiment que de la charge fixe, que de la charge variable, en fait, c'est juste le prestataire de ménage et le linge. Et tout le reste, bon, effectivement, l'électricité, c'est un petit peu variable. Mais par exemple, le château, elle en profite aussi, donc elle va chauffer. Et puis, elle ne va pas le laisser sans chauffage, donc elle chauffe quand même. Donc, en fait, il y a énormément de charges fixes. Et donc, pour nous, même si on est sur des biens standing, pour optimiser le taux de remplissage, quand il faut baisser les prix, on ose baisser les prix. On met notre ego de côté, parce qu'en fait, souvent, c'est de l'ego. Les propriétaires, non, moi, mon bien, c'est minimum 300 € la nuit. Mais pourquoi? Pour qui? Si le marché a décidé qu'en janvier,
pour louer, c'était plus 200 € et qu'en réalité, sur ces 200 €, ils perdent pas d'argent, ils en gagnent. Par exemple, leur point mort, je sais pas, il serait à 50 € par nuit. Enfin, c'est de la pédagogie, en fait. Et ça, c'est je pense, notre atout, c'est que nous, on est investisseurs, on est à l'aise avec les chiffres, notamment Rolf avec son passé de banquier. Donc, c'est de la pédagogie, il faut leur expliquer toutes ces notions-là. Ouais, tout à fait. C'est un point intéressant, justement, dans la relation avec le propriétaire, justement, de la pédagogie, de leur expliquer, justement, cette notion de pouvoir qu'ils n'ont pas, en fait. Pour la plupart, alors à moins d'avoir affaire à un investisseur un peu aguerri et tout ça, mais on va dire que la plupart n'ont pas ce truc-là. Et je suis complètement d'accord, il y a beaucoup d'ego, en fait. Il y a de l'ego pour plein de raisons, hein, parce que, je vais dire n'importe quoi, mais je sais pas, c'est un bien familial, en tout cas, je sais pas, par la famille. On y met une grande valeur personnelle ou sentimentale dedans. Et du coup, on se dit, bah non, je ne vais pas le louer en dessous de X euros parce que ça n'a pas de sens. Mais sauf que c'est vrai que c'est nous, en tant que conciergerie, justement, qui avons la vision de ce qui se fait sur le marché, quoi. Et donc, si on sait qu'on peut le louer à X euros au-dessus ou en dessous, d'ailleurs, parce que ça peut être un choix, mais ça veut peut-être dire, si on le loue en dessous, ça veut peut-être dire qu'on va le remplir beaucoup plus sur le mois. C'est ça. Et donc, le chiffre d'affaires du mois, pour le coup, on atteint, voire on dépasse le point mort sans aucun problème. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu notre job. Donc, du coup, je profite, je rentre un petit peu dans le détail de comment vous fonctionnez avec vos propriétaires, comment vous fonctionnez dans votre conciergerie. Quand tu disais justement de faire de la pédagogie avec ces propriétaires-là, qu'est-ce que vous avez comme, je sais pas, votre action principale par rapport à ça vis-à-vis des propriétaires qui seraient un petit peu soit réfractaires, soit justement qui auraient beaucoup de sentiments dans leur bien qui fait que ça peut nuire finalement à la rentabilité? Qu'est-ce que vous leur dites? Je pense que le plus gros du travail, il serait quand même au lancement, lors des premiers rendez-vous, justement quand ils sont prospects et que voilà, on signe le contrat, etc. Je pense que c'est là que ça se fait beaucoup. Nous, on essaye vraiment, tout ce dont on parle là actuellement, on essaye de l'expliquer aux propriétaires pour qu'ils soient certains quand ils signent avec qui ils vont signer. Donc nous, on insiste beaucoup sur justement le taux de remplissage, qu'on ne va pas hésiter à baisser les prix quand il faut, etc. Quand on voit vraiment que ça frictionne, on leur dit, bon, pour vous, c'est vraiment quoi le prix minimum? On en parle, voilà, on essaie quand même de trouver le juste milieu. On ne veut pas non plus qu'ils se sentent volés. Donc ça se fait beaucoup au début. On va dire 80% du travail se fait au début et après ça se fait au fil de l'eau. De temps en temps, on a des propriétaires qui nous appellent un peu stressés. Ma facture d'électricité, elle est trop chère. Et du coup, là, on leur explique, on parle. Ce mois-ci, c'est un petit peu plus bas que d'habitude. Bah oui, on lui explique pourquoi c'est une basse saison, pourquoi on a baissé les prix, etc. Et après, ça se fait plus au fil de l'eau, quand les propriétaires appellent Rolf et qu'il faut les rassurer, un petit peu ils ont besoin d'être rassurés. Materner, surtout avec en ce moment, tout ce qui est là, c'est l'EDF, c'est la période. Il n'y a pas encore eu d'augmentation, mais par contre, ils ont, le chauffage ça a quand même augmenté au niveau de la consommation. Et je leur explique tout simplement, et c'est logique, qu'il fait plus froid que l'année dernière. Ça, la saisonnalité, ils oublient. Des fois, on a des hivers très doux. Voilà. Et aussi, au-delà il y a un autre concept aussi qu'on essaie beaucoup de leur expliquer. Donc, il y a le point mort, mais aussi le fait de lisser les frais sur l'année. Parce qu'effectivement, quand on focus sur la facture du mois de décembre, on se dit « Ah là là, mon bien, il n'est pas rentable ou pas assez, ou je me fais presque pas d'argent. » Il faut vraiment qu'ils lissent toutes leurs charges sur l'année, parce qu'en été, ils vont se faire des plus gros chiffres d'affaires, ils vont avoir beaucoup moins de charges. Donc, on essaye vraiment de leur inculquer cette vision plus d'investisseur, pour les rassurer, pour qu'ils soient contents de leur bien, parce qu'en réalité, ils font tous du chiffre, ils font tous de l'argent et sans quasiment rien faire. Donc, nous, vu qu'on a tout fait nous-mêmes, on sait la valeur que ça a aussi, quoi. Donc ça, on essaye aussi de façon pédagogue de leur expliquer qu'en réalité, ils font des belles performances et que tout va bien, en fait. Sachant qu'ils ont quand même le suivi. En fait, eux, ils ont un lien. Nous, on travaille avec un Google Sheet qu'on a connecté à notre channel manager. Et du coup, ils ont en temps réel leur chiffre d'affaires, moins notre commission. Donc, ils peuvent suivre ils ont un récap mois après mois et surtout annuel. Donc,
Voilà, il n'y a pas d'excuses, ils ont tout à disposition, mais ils ont quand même des fois besoin d'être Mais rassurés. c'est normal, c'est notre rôle aussi. Ouais. Voilà, c'est aussi bien d'avoir cette relation Il faut. humaine. Ça et, fait partie du et job. c'est- Et c'est même parfois, je trouve que c'est parfois quand il y a plus de friction qu'en réalité on renforce plus On la renforce relation. le lien, Quoi. c'est ça. Parce que quand il y a une grosse friction et qu'en réalité on arrive à s'expliquer et qu'on arrive à apaiser des deux côtés, c'est souvent là que ça renforce la relation et qu'on peut encore plus travailler sereinement main dans la main. C'est ça. Ouais, en fait, c'est une occasion, je pense, vis-à-vis du propriétaire de leur montrer votre expertise, en fait. De leur montrer que vous savez de quoi vous parlez, maîtriser le sujet de bout en bout, parce qu'on ne bosse pas que comme ça dans notre conciergerie à regarder notre prestation. On regarde le truc, en fait, au sens le plus large possible, en tout cas, avec les informations qu'on nous donnera. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est un service, parce que moi, je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est un service qu'on offre dans notre conciergerie. Et moi, je fais un peu comme vous, justement. J'aime donner la vision la plus large possible avec les informations qu'on me donne le propriétaire pour le rassurer sur son investissement, pour le rassurer sur ce qu'on fait. Après, c'est plus ou moins facile à comprendre et il l'acceptera plus ou moins bien, mais en tout cas, j'aime bien justement le faire participer à ça pour qu'il voie en fait ce qu'on fait, qu'il se dise OK, il y a ce point-là où ça me paraissait bizarre. Enfin, moi, je n'étais pas d'accord, par exemple, pour mettre tel prix. Finalement, la conciergerie m'a expliqué le pourquoi du comment. Et je pense que ça, c'est un truc. Alors, dans votre zone, je ne sais pas si c'est trop le cas. En Ile-de-France, comme il y a beaucoup de conciergeries et de petites conciergeries qui se sont montées, justement, on a des cas où, avec des conciergeries qui n'accompagnent pas forcément très bien les propriétaires, justement. Pour tout un tas de raisons qui peuvent parfois être entendables, hein, d'ailleurs. Hein. Quand je dis ça, c'est pas du tout une critique parce que ça dépend du modèle qu'on choisit. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt pour justement accompagner le propriétaire et qui est ce que moi j'appelle vraiment l'expérience propriétaire. En fait, on parle de l'expérience voyageur ou client. Nous, nos clients, c'est les propriétaires. Donc, Tout à fait. C'est ça, exactement. Avec le meilleur possible. Ouais. Et je trouve qu'effectivement, l'accompagner sur un maximum de sujets, c'est le mieux. Ça fera partie justement d'un point sur lequel on reviendra un petit peu plus tard dans le talk, mais accompagner le propriétaire, c'est pour moi un point important. Et je pense que sur votre segment du haut de gamme, il est, à mon sens, hyper présent. Quoi. Sur nos plaquettes commerciales, c'est un des arguments. On vous accompagne pour tout ce qui est conseil en fiscalité, même si on n'est pas expert fiscaliste. On connaît quand même la base, surtout que nous, on est investisseurs en perso, donc on connaît tous les... on dégrossit en tout cas, et après on les redirige vers leur expert comptable. Voilà, mais il n'y aura jamais de non-réponse. Ils auront toujours une réponse à quelque chose, à leurs questions, ils seront toujours rassurés. Voilà. C'est cadré. Et c'est l'objectif aussi avec des biens de standing, mais aussi des propriétaires de qualité, c'est qu'on veut vraiment créer une relation de long terme, parce que c'est vraiment trop épuisant. Enfin, nous, c'est vraiment pas notre... Enfin, je pense que c'est l'objectif de personne, mais malgré tout, il y a des conciergeries qui sont un peu dans ce turnover, où on prend de la quantité, et en fait, tous les ans, ça tourne beaucoup. Nous, c'est vraiment pas le... C'est trop fatigant pour nous. Moi, j'aime pas j'arrive pas à être en rendez-vous client, signé, au bout de 3 mois, ils nous lâchent, parce que au démarrage, c'est long. Et il y a de plus en plus de concurrence. Non, ça c'est pour ça aussi que, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on veut développer des agents commerciaux pour gérer leur propre parc. Nous, on est un parc en fait où on sera plus capable. On sera toujours capable d'assumer la logistique, ça, parce qu'une fois que ça tourne tout seul, oui. Ouais, une fois que c'est mis en place, je pense que ça peut être facilement développé. Enfin, facilement. Ce sera jamais facile, mais ça peut être développé. Mais par contre, garder cette qualité, ce lien avec le propriétaire et avec les propriétés. Et avec les voyageurs. Quand on en a trop, je pense que c'est très compliqué. Ouais, ok. Ça marche. Alors du coup, on pourrait rester, on peut en parler des heures, hein, donc il y a beaucoup de sujets. Je vous propose juste d'avancer un tout petit peu dans le talk, mais peut-être pour venir sur l'aspect un peu commercialisation des biens que vous captez. Vous utilisez quelle plateforme? Est-ce qu'il y a des plateformes spécifiques que vous utilisez? Est-ce que c'est plutôt standard, style Airbnb Booking? Voilà. Comment vous communiquez auprès des voyageurs sur les biens que vous avez? Oui, on est sur les principales plateformes. Je pense que c'est inévitable. Hein, c'est 80% des réservations. Airbnb, Booking et Abritel Abritel Vrbo pour les grosses propriétés. Après, pour les plus grandes propriétés, on propose aussi des sites internet dédiés à la propriété. C'est pas obligatoire parce qu'en réalité, c'est un forfait un peu plus élevé de lancement qui comprend un site avec un
un moteur de réservation en direct. On le fait uniquement pour les grosses propriétés parce qu'on pense que c'est intéressant d'économiser sur les commissions sur des gros montants. Sur les petites propriétés en centre-ville qui font des 2 nuits, enfin, ça serait, je pense, c'est pas intéressant. Et les gens, je pense pas, en fait, les voyageurs ne vont pas forcément faire la démarche d'aller chercher un studio sur Internet, etc. Alors que quand c'est une maison de vacances dans laquelle on va rester une semaine, qu'on est sur des budgets à 5 000, 7 000 euros la semaine, là, les gens vont trouver sur Airbnb, souvent ils font leur petit panier sur Airbnb, et ensuite ils cherchent la propriété sur Google, et nous on a réussi à faire ça, à être très bien référencé. On donne un nom un peu atypique à la propriété, et comme ça, juste en tapant le nom plus la localisation, on trouve tout de suite le site internet, et ça marche plutôt bien. Après, ça reste mineur malgré tout. Ça reste, je sais pas, pour les grosses propriétés, c'est 20% de réservation en direct. Mais c'est des jolies économies. Souvent, c'est des 1 000 euros de commission qu'on économise et qu'on peut reverser aux propriétaires. Donc, Ah, ok. Ouais, 20% direct, ça me paraît pas si mal que ça. Tu vois, sur des biens à 365 jours de l'année, ça me paraît pas si mal. Hein. On peut toujours faire mieux, mais ça me paraît pas si mal là comme ça. Moi, je sais qu'alors, sur des biens justement sur lesquels il y a pas mal de rotation, donc plutôt des petits biens, etc., j'avais fait l'essai pendant presque un an à essayer de maximiser le direct. Et en région parisienne, j'avais réussi à faire 30 et quelques pourcents, quoi. Ah ouais, quand même, ok. Et franchement, c'était par contre beaucoup d'efforts. Et c'est là aussi que je me suis posé la question, est-ce que les efforts que j'ai faits valent les 30% entre guillemets d'économie de commission? Voilà, il y a un rapport à voir par rapport à ça. Mais... Et c'était des sites dédiés à chaque petit logement, ou tu avais un site général avec tous tes logements? Non, c'était un site par logement. Okay. Ah oui. Parce que ce qu'on réfléchit aussi, nous, pour les plus petits logements, justement, ça serait peut-être de le faire, mais sous les suites Indivio, en fait. Peut-être que ça me permettrait de diminuer justement les efforts de rationaliser sur une seule et même plateforme. Et, ouais, tout à fait. Ouais, c'est sûr. Tu faisais les bails à la main à chaque fois? Ouais, c'était un peu automatisé. Il y avait un truc un peu automatisé qui partait avec un PDF. Okay. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux, mais il y avait un PDF qui partait et qu'il fallait qu'il nous retourne signé, quoi. C'était un peu automatisé quand même, mais voilà, il fallait quand même. Un bon DocuSign, ça marche pas. Ouais, puis vérifier s'il a bien fait le versement ou choses comme ça. Ouais, ça c'est autre chose. Ouais, ça veut dire qu'il a croisé les infos. Donc ouais, il y avait de la gestion en plus. Bon, après, c'est pas les mêmes profils de biens que ce que vous avez vous, mais ouais, en tout cas, c'est une question qui se pose. Ouais, tant mieux si dans votre cas, ça marche. Enfin, comme je me dis, 20% sur ce type de bien, c'est juste sur une maison qu'on a ça. Sur notre plus grosse maison qui peut accueillir jusqu'à 12 voyageurs, où là, on le fait. Mais sinon, sur les autres, même sur le château, on ne fait pas. D'accord. On pourrait, parce que la propriétaire n'a pas voulu. Oui, elle n'a pas voulu aussi, parce qu'on a un lancement entre 1 500 et 2 000 euros, parce que même si c'est nous qui faisons le site, enfin Virginie, puisque c'est ça, à la base, c'est aussi son métier. Voilà, c'est au moins un ticket à 2 000 euros qu'il faut qui est très vite rentabilisé, avec les commissions, 20% de réservation. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok. Ok pour la commercialisation. Alors j'ai une petite question logistique quand même, parce que forcément, qui dit grand bien, dit gestion logistique assez particulière. On ne gère pas un studio en termes de logistique comme on gère un château ou une demeure, avec 10 couchages ou peut-être plus, j'en sais rien. Du coup, comment vous gérez? Alors, c'est quoi votre bien le plus grand? Tu m'as dit tout à l'heure un château, il me semble, Rolf, c'est ça? Ouais, ça va être plus la maison, parce que le château, au final, il a un peu moins de chambres. Mais oui, on est sur du 12 voyageurs, 6 chambres maximum, le plus grand. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, en termes de logistique, comment vous fonctionnez pour celui-là, ou de manière générale d'ailleurs? Ouais. Comment ça marche? En termes de logistique, ça reste comme une conciergerie classique. On a un local où on a notre linge. Que la blanchisserie va livrer. Voilà. Dans ce local, il y aura aussi tout ce qui est stock de consommables. Donc, nous, c'est gel douche, sac poubelle, éponge, la totale. Sinon,
voilà. Sinon, le voyageur, s'il n'a pas sa capsule de café, voilà. C'est impossible de faire sans sel, poivre, le minimum. Nous, il suffit qu'on oublie une pastille de lave-vaisselle et on nous le fait remarquer. Donc, c'est vraiment pas possible. Voilà, c'est des incontournables. Et on a nos prestataires de ménage. On travaille avec 4 prestataires de ménage qui font les allers-retours, s'organisent pour prendre le linge. Pour les grosses propriétés, on a la chance d'avoir un couple qu'on a, on va dire, on leur a attribué les grandes demeures qu'on a. Donc, ils essayent d'en faire le plus possible et ils sont 2. Donc, comme nous avant, parce qu'on a mis la main à la pâte au début, comme on savait faire le ménage. On a fait jusqu'à, il y a encore 8 mois, on faisait encore les ménages sur certaines propriétés. Donc maintenant, on a vraiment on a réussi à tout déléguer cette partie. Et donc c'est un couple qui ont jusqu'à 5 heures donc à 2 pour faire ces grandes propriétés avec notre, on va dire, nos conseils. Parce que comme on l'a fait, nos process, et ça marche très bien. Limite, j'ai l'impression qu'ils font aussi bien le ménage que nous. Sachant que nous, on est très maniaques. Voilà. Si on a... pour info, on était à 4,92 sur nos 3 appartes au niveau de la note Airbnb. 9 sur 10 sur Booking. On y est toujours en moyenne sur ces 3 appartements. Et on est à 4,80 sur 4,85, 4,87 sur la conciergerie. Pour une dizaine de biens. Mais voilà, moi je trouve que c'est des notes super et on essaie de continuer là-dessus. Mais pour les grandes propriétés, en réalité, le process c'est quasiment le même, c'est juste qu'il faut savoir payer les frais des prestataires voilà. au nombre d'heures réelles qui vont y passer. La maison, nous on sait même à 2 que c'est facile, 3 à 5 heures de remise en place. Donc on les paye en conséquence. Plus la route, les frais kilométriques. kilométriques. Aussi les frais, parce que du coup, vu qu'on s'est développé, ça c'est par exemple, c'est des prestataires qui sont à Dijon et la maison, elle est à une petite heure de Dijon. Donc on les paye pour l'heure d'aller, l'heure de retour. C'est ça. Parce qu'on n'a pas trouvé sur place de prestataires. Il faut juste, je pense que ça peut être un conseil, c'est savoir payer ces prestataires, parce que c'est quand même sur eux que ça repose, surtout sur des grandes propriétés, sur des propriétés de standing, on ne peut pas lésiner sur la qualité sur le ménage. Donc il ne faut pas hésiter. Et en fait, les prestataires, ils l'accueillent très bien, parce que eux, en fait, du coup, ils bloquent leur journée quasiment, en fait. Et ils se font autant, voire plus, que s'ils s'étaient amusés à faire 5 petits biens dans la journée. Donc c'est même presque plus confort pour eux. Et la qualité aussi, je trouve que ça joue sur la fidélité des prestataires de ménage, parce que c'est quand même plus agréable de nettoyer un château qu'un studio un peu miteux, en prenant les 2 grands extrêmes. Mais elles aiment beaucoup. Enfin, souvent, quand elles découvrent les nouveaux biens qu'on vient d'entrer, elles nous disent « Ah là là, c'est super, c'est beau ». Je pense que c'est plus motivant pour elles aussi de gérer des belles propriétés. C'est un cercle très vertueux, parce que les voyageurs, quand ils rentrent dans l'espace où c'est très propre, en général, ils laissent le bien très propre. On a vraiment, c'est 1 fois sur 5 que la maison ou l'appartement est dans un sale état. Ouais, c'est un cercle vertueux de respect, en fait. C'est très rare, et nos prestataires de ménage nous le font remarquer quand c'est très sale. Et encore, franchement, quand elles me disent ça et qu'elles m'envoient les photos, moi j'ai connu pire. À chaque fois, je me dis, on a connu pire. Donc, non. Et ça compte aussi, le cercle vertueux voilà. Il faut que les prestataires se sentent respectés de par leur rémunération et aussi de par la qualité des biens, en fait, parce qu'en fait, on essaie aussi de les inclure dans cette image de marque. Voilà, vous travaillez pour les Sutinivio, vous ne travaillez pas pour X conciergerie, et derrière, elle, du coup, le travail est plus qualitatif, et derrière, les voyageurs sont plus satisfaits, et voilà, c'est l'idée. Non, mais le partenariat avec les équipes de ménage, moi, c'est un truc sur lequel je n'insisterai jamais assez, je crois. C'est plus important, oui. Ah ouais, c'est beaucoup trop important pour être négligé. Ou même, quand je dis négligé, c'est-à-dire pour le reléguer un peu trop au second plan. C'est vraiment le truc de premier plan. Oui, c'est la base. C'est un des seuls, on a automatisé et rationalisé beaucoup de choses, mais ça, en réalité, quand il faut qu'elles nous écrivent et qu'elles nous appellent, là, on est là, quoi. Là, on n'essaye pas d'automatiser ou de déléguer à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est encore Rolf qui gère quotidiennement les remarques, les retours et les prestataires de ménage
pour les aider et puis leur montrer que voilà, qu'on est là et qu'on est une équipe. C'est ça. Ouais, c'est clair. Leur montrer qu'on est impliqué, qu'ils se sentent soutenus et en fait, c'est le mot que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'ils se sentent respectés en fait dans ce qu'ils font. Parce que le ménage, c'est un métier hyper ingrat. Et c'est vrai que voilà, il y a certaines zones ou certaines conciergeries qui respectent pas nécessairement leur personnel, parce que il faut le dire aussi, il y a un gros turnover sur ce type de métier, il faut quand même se le dire. En tout cas, ça dépend des zones. Je ne sais pas d'ailleurs dans votre zone si vous avez du gros turnover, mais nous, je sais que pour la région parisienne, il y a un turnover qui peut être élevé si on traite de manière entre guillemets classique. Et moi, justement, j'ai fait le choix de ne pas traiter de manière classique, justement, pour avoir moins de turnover. Et après, c'est un choix aussi de l'entreprise qu'on va sélectionner. Est-ce que c'est des auto-entrepreneurs? Est-ce que c'est des sociétés? Est-ce que c'est d'autres profils? Justement, nous, on travaille qu'avec des auto-entreprises. Depuis qu'on a commencé en janvier 2023 la conciergerie, j'ai eu presque plus d'une dizaine d'auto-entreprises. On en a gardé 4 qui sont bien rémunérées, qui en vivent complètement. Elles ont d'autres clients, mais elles en vivent complètement. C'est ça aussi l'important, c'est s'intéresser. Est-ce que la personne fait ça en complément ou est-ce que c'est son métier? Et là, c'est une différence, mais avec des entreprises, on a essayé. Le problème, c'est qu'on ne s'est jamais même entendu sur un rendez-vous. Ils sont débordés. Donc, voilà. Bon, ça, j'ai même pas réussi à avoir... Ou alors, je me suis fait planter ou choses comme ça, mais jamais... Voilà. Et de toute façon, j'ai pas... Peut-être qu'un jour, on passerait par une entreprise, mais il faut vraiment que la personne... Ce que j'ai du mal à voir, mais peut-être que du coup, à Paris, tu peux nous en parler. Moi, c'est la rentabilité, en fait. À la fois pour eux, nous, du coup, et surtout pour la prestataire finale, celle qui travaille. Parce que, ça reste quand même des métiers précaires et de rajouter des couches et des couches de prestations, on a un peu du mal à s'y retrouver. Ouais. Non, mais c'est clair que ça dépend des bassins d'emploi. Moi, j'ai la chance d'être en région parisienne, donc forcément, gros bassin d'emploi et tout, donc j'ai le même problème que vous, ça c'est clair. Et moi, j'ai fait le choix de prendre une société, tu vois, qui gère avec ses salariés. C'est une société familiale. Ok. Et ça marche très bien. C'est leur bébé, ils font ça. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Ils font ça. Ils sont super contents de faire ça. Ils en vivent. Ils ont d'autres clients que moi. Mais c'est leur bébé, quoi. Ils veulent pas lâcher le truc. Ils veulent que ça marche. Après, en termes de rentabilité, moi, en tout cas de mon côté, je fais le choix de bien les payer. Justement, tu vois, tout à l'heure, on disait de respecter le travail. C'est aussi de les respecter dans le paiement, dans ce qu'on va les payer. Je fais le choix, moi, d'avoir des tarifs de ménage qui sont, pour la zone, un petit peu au-dessus de la fourchette moyenne, quoi. Je suis même bien au-dessus, quoi. Je suis pas fourchette haute, mais je suis quand même bien au-dessus de la fourchette moyenne, quoi. Donc, c'est important. Ouais, parce que voilà, je sais bien, c'est pareil aussi, du ménage, j'en ai fait aussi dans mes biens au début. Voilà, on sait bien comment c'est compliqué, on sait bien ce qu'il peut y avoir. Et ce qu'on leur demande, on leur demande beaucoup de choses. C'est vrai. Et moi, et puis pareil, tu vois, dans l'organisation, il y a combien on les paye et il y a quel temps on leur laisse pour intervenir. Moi, dans ma zone, tu vois, j'ai fait le choix de les faire intervenir. Et mes check-out sont à partir de midi jusqu'à check-in jusqu'à 17h. Donc, les inters se passent entre les deux. Il y a certains propriétaires qui me disent tiens, le check-out à midi, c'est un peu tard. Le check-in à 17h, c'est un peu tard. Vous aimeriez bien tout décaler. Bon, de test, j'ai jamais trouvé il n'y a pas de bon horaire. Du coup, ce que je me suis dit, c'est plutôt je vais favoriser mes équipes de ménage. Et en fait, en ça, elles peuvent bosser le matin ou faire autre chose le matin. Ouais. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que sinon, c'est à cheval quand c'est du 10-11 heures. Ouais, c'est ça. Ouais, ça coupe la journée. Ouais, c'est vrai. Ça coupe la journée et après, elles ont gagné le droit d'aller faire des heures de nuit, quoi. Ce qui n'est pas hyper compliqué. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, voilà, c'est le choix que j'ai fait. C'est un truc qui marche bien parce que c'est dans l'entente, mais c'est vrai qu'après, ça dépend des prestats, ça dépend des zones et tout ça, quoi. Mais ouais, moi, j'ai fait ce choix-là. Mais c'est pas la même zone, on n'a pas le même bassin d'emploi et tout. Ouais, c'est pas pareil. Ok, sur la logistique, bon, pareil, il y a on pourrait aborder plein d'autres points, mais comme je vois le temps qui défile, je vais aussi avancer sur d'autres questions. Justement, on en a parlé tout à l'heure rapidement. Justement, dans votre conciergerie, vous avez développé votre conciergerie locale. Et là, justement, tu parlais, Virginie, tout à l'heure de recruter des agents commerciaux, des indépendants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur ce que vous recherchez? C'est quoi un peu l'émission que vous confiez? C'est quoi le modèle?
Cette idée, en fait, elle nous est venue car nous, en fin d'année, on voulait notre parc, en fait, nous convenait. On avait du mal à se projeter sur trop grossir ce parc. Et en même temps, on se disait, mince, tout est en place, le process, tout est millimétré. D'ailleurs, ça nous a demandé beaucoup d'investissement. Enfin, on a beaucoup travaillé justement sur tout ce process. Et malgré tout, on a beaucoup de prospects qui viennent à nous, etc. Donc, on trouvait que c'était du gâchis de pas développer plus le parc, mais humainement parlant, nous, on ne se voyait pas doubler notre parc et le gérer nous-mêmes. Donc en fait, on s'est dit qu'on aimerait un peu comme le modèle en fait des agences immobilières qui ont des agents commerciaux qui restent indépendants mais qui sont rattachés en fait à une agence immobilière pour profiter de leur visibilité, de leur communication, etc. Et donc, on recherche des agents commerciaux qui, en fait, voudraient développer leur propre parc de biens en location saisonnière tout en s'appuyant sur les suites individuaux, sur notre structure, sur notre process, notre logistique, sur notre expertise, nos conseils et notre communication aussi, notre marketing. Voilà, donc on recherche principalement aujourd'hui sur la région Bourgogne. On recherche des agents commerciaux qui accepteraient de travailler avec nous. Mais voilà, on est ouvert à d'autres opportunités si ça se présente. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, si là, moi, aujourd'hui, j'ai pas de structure, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat potentiellement, mais j'ai pas encore ma structure. Comment ça se passe? Je vous contacte et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu parlais de commission, enfin, il y a un ticket d'entrée. Comment ça marche après? Ouais, non, il n'y a pas de ticket d'entrée. En gros, en plus, on s'adapte. Soit tu ouvres ton auto-entreprise, soit ton entreprise classique si, par exemple, tu as le droit du Pôle emploi. Comme ça te permet de cumuler ton Pôle emploi et on te facture juste la société. Et c'est de la prestation de service. Nous, on va prendre un forfait unique à peu près d'une centaine d'euros pour tout ce qui est logiciel, logistique et autres. Et après, une faible commission sur la commission du propriétaire. Après, il a accès à tout. La personne aura accès à nos linges, comment on appelle ça, nos consommables. Et il y aura juste, au début, on lui prêtera nos prestataires de ménage, mais il faudra, voilà, Oui, s'il veut développer son parc. S'il veut développer son parc, soit faire son propre ménage, soit recruter ses propres prestataires de ménage, parce que c'est le plus compliqué. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas que, comme disait Virginie, l'humain avec le propriétaire qui est compliqué, c'est l'humain aussi de recruter les prestataires de ménage, sachant qu'on n'a pas la chance, en tout cas dans notre secteur, d'avoir des entreprises aussi pro. Pour le ménage Airbnb, il y en a, mais dans notre région, ça va être plus des bureaux, quoi, des gens qui font des ménages dans les bureaux. Là, il y en a plein des sociétés comme ça. Après, pour l'hôtellerie ou la location à courte durée, voilà. Mais pas de frais d'entrée, on veut se dissocier là-dessus, on veut se distinguer. C'est pas une franchise, c'est vraiment juste si quelqu'un est motivé, qu'il a envie de se lancer dans la conciergerie, notamment souvent c'est un premier pas vers l'indépendance, vers l'entrepreneuriat, même si pas toujours. Cette personne, elle peut déjà par exemple être agent commercial pour l'immobilier, ça peut être compatible aussi. Donc nous, en fait, ce qu'on veut, en fait, c'est continuer à développer notre entreprise, mais en s'appuyant sur d'autres prestataires, sur d'autres personnes qui ont envie de réussir, qui ont envie de construire quelque chose. Et voilà, c'est donnant-donnant, en fait. C'est pour ça que derrière, voilà, on prend une commission, mais on ne trouvait pas ça légitime. On trouvait que c'était une barrière à l'entrée de mettre des frais d'entrée, alors qu'en réalité, nous, ça va pas nous demander plus de travail, en fait. C'est juste une fois que le bien est rentré que là on va collaborer, mais de toute façon une fois que le bien est rentré il y a du chiffre d'affaires, donc nous on a notre commission, donc voilà, on trouvait ça plus juste et plus réglo. Ouais, ok. Ouais, c'est gagnant-gagnant pour vous et puis pour la personne qui veut prendre en charge ce genre de choses. Ok. Donc, région Bourgogne plutôt, c'est ça que tu disais tout à l'heure? Plutôt. Ouais. Effectivement, la logistique est sur place. Il y a quand même un côté
ça serait différent dans une autre région. Il faudrait mais on n'est pas fermé parce que Voilà. si quelqu'un est vraiment motivé et a envie d'apprendre, on peut tout à fait aussi se développer dans une autre région. On a l'expertise. Il faut juste refaire les mêmes. Trouver le prestataire de linge, trouver les prestataires de ménage, trouver le local, etc. Enfin, on n'est pas fermé. Effectivement, ce serait beaucoup plus simple sur la région. Mais voilà, on est des entrepreneurs passionnés, donc on adore rencontrer d'autres entrepreneurs passionnés. Donc si quelqu'un nous contacte et qu'on a le bon feeling, voilà, on peut partir comme ça. Ouais, ça marche, ça marche. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'avais une question qui vient de m'échapper par rapport à ça. C'est pas grave, ça va me revenir. Mince, ça a été intéressant. C'est pas grave. Ça va me revenir. C'est pas grave. Oui, donc, ok. Donc, région Bourgogne, la personne peut avoir un profil un peu divers et varié et créer sa structure. Ou avoir une structure, ça c'est quelque chose qui est carrément possible. Et du coup, est-ce qu'il y a un accompagnement, j'imagine, de votre part pour le former à vos process, vos outils, etc., j'imagine? Oui, il y a un accompagnement après, oui, parce qu'il devra utiliser tous nos logiciels. Donc oui, il y a un accompagnement pour tout ce qui est channel manager, logistique pour les plannings de ménage et les entrées, les sorties, et pour tout ce qui est annonce Airbnb, ce qu'on lui fera aussi. On peut l'aider. Ouais, en fait, l'idée, c'est de le faire aussi au fil de l'eau, parce qu'on trouve ça peut-être, encore une fois, c'est notre avis et c'est comme ça qu'on a envie de le faire. De faire une formation d'un blog comme ça, c'est peut-être trop théorique. Nous, l'idée, c'est que la personne, si elle a envie de se lancer, elle se lance. On va surtout au début se focus sur comment trouver des nouveaux clients, comment trouver des prestataires. Et une fois qu'il aura rentré son premier bien, et là, il va y avoir un accompagnement progressif. Là, du coup, le contrat, la signature, la création des annonces, les photos, etc. Et là, on aura un accompagnement progressif, plus qu'une formation carrée sur PDF pendant une semaine. Et en plus, ils profitent de tous nos prospects, tous les prospects, les nouveaux qui viennent vers nous. Voilà. Ouais, on est prêt à en faire bénéficier. En fait, notre levier de prospection, on en fera profiter. Donc, ils profitent de tout le marketing sans... Il n'a plus qu'à se focus sur l'opérationnel. Donc, quelqu'un qui est motivé, qui veut vraiment être dans l'opérationnel. Sur la relation propriétaire, en fait, ce sera surtout ça le plus grand enjeu, c'est trouver des nouveaux biens et la relation propriétaire. Parce que tout ce qui est logistique, il gérera aussi à sa façon, mais franchement, 80% du travail est déjà fait et il n'y a plus qu'à. Et puis le marketing, c'est nous aussi, donc ça sera vraiment ce focus sur les propriétaires. Ouais, ok. Et du coup, en termes de profil, vous n'avez pas d'exigence particulière, c'est quelqu'un qui est motivé, qui a envie de se lancer. C'est ça. Ouais, tout à fait. Parce que tout à l'heure, on parlait de diplôme. C'est vrai qu'on a des diplômes, mais en réalité, ça va tout et rien dire. Enfin, je pense que tous les profils peuvent être intéressants tant qu'on a envie, tant qu'on a du bagou, qu'on est motivé. Voilà, il n'y a pas de profil particulier. Ok. L'appel est lancé, du coup. Voilà. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont intéressées par ce type d'activité, qui sont dans la région de Bourgogne, ça serait l'idéal. Pas hésiter à nous contacter. On mettra de toute façon sous la vidéo tous les liens pour pouvoir entrer en contact avec vous. C'est ça. Et puis voilà, donc, ceux que ça intéresse, qui n'hésitent pas à vous contacter. Ok, alors j'aime bien avoir une petite séquence sur un petit peu plus pour l'avenir. Bon, là, on y était un petit peu déjà, parce qu'on est sur comment vous allez continuer à développer votre conciergerie. Donc là, on a parlé du levier on va dire, de partenariat avec des indépendants. Sur un petit peu l'avenir, alors moi, j'aime bien avoir un peu votre vision sur la professionnalisation du métier. Je vais arriver, la professionnalisation du métier. Parce qu'aujourd'hui, les conciergeries, c'est vrai que à tort, on est considéré comme des pros qui n'ont peut-être pas le niveau de l'hôtelier, par exemple, qui est lui, pour le coup, qu'on considère comme un pro avec... voilà, il a vraiment ce statut-là. Et c'est vrai que nous, en tant que conciergerie, on n'est pas encore, je trouve, pas assez vu comme ça. Vous, c'est quoi un peu votre point de vue par rapport à ça? Comment vous voyez le métier on va dire même sur 2025, parce qu'il y a quand même beaucoup de changements là cette année. Et puis un petit peu pour l'avenir, un peu plus à moyen long terme, comment vous voyez le métier de la conciergerie? Justement, comment vous vous voyez dans quelques années par rapport à ça? C'est plus une question pour toi. Ah ouais. Toi, tu as ton avis bien tranché là-dessus. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la législation, on l'a vu avec la nouvelle loi Le Meur,
le marché, en tout cas d'abord de la location saisonnière, donc indirectement de la conciergerie, va être impacté, va être soumis à de nouvelles restrictions. Donc a priori c'est négatif, mais en réalité, comme tu disais, je pense que tout ça, ça va forcer à la fois les propriétaires, mais aussi du coup les conciergeries à se professionnaliser, à se structurer, peut-être à se regrouper aussi. J'ai vu qu'il y avait un syndicat, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui s'est créé pour défendre aussi les droits des investisseurs en location meublée, les droits des conciergeries. Donc ouais, je pense que c'est amené, en fait, en nous restreignant, je pense qu'on va être amené à se professionnaliser. Et je trouve ça assez positif. Je pense que c'est positif. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, je suis aussi cet avis-là. Et en étant en Ile-de-France, en plus, moi, je fais vraiment l'approche banlieue. Je fais pas Paris, mais en faisant l'approche banlieue, et Paris, c'est encore pire. Mais effectivement, il y a une concurrence aujourd'hui qui est folle en Ouais. termes de conciergerie. Et même du coup, entre guillemets, entre propriétaires, entre biens, j'allais dire. Il y a une concurrence qui est folle. Et je pense qu'effectivement, bon, les restrictions, moi, je suis jamais pour les restrictions, mais en tout cas, il va avoir un effet bénéfique. C'est ce que tu dis, c'est que ça va justement éliminer tous ceux qui faisaient ça un petit peu à l'arrache, plutôt en mode assez opportuniste. Alors, et là, je le dis de manière un peu négative, quoi. De manière un peu opportuniste et tout ça. Je pense que tout ça, ça va dégager, en fait. Ouais. Pour laisser la place aux vrais acteurs qui, eux, auront fait le choix de s'investir. En fait, il y aura un vrai investissement, aussi bien du propriétaire que des conciergeries, je pense. Ouais. Après, en fonction des segments sur lesquels on est, ça va être plus ou moins touché. Là, pour vous, sur du haut de gamme, je ne sais pas parce que je pense que vous êtes déjà pas mal professionnalisé. Je ne sais pas si à voir avec justement dans votre concurrence, là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais tu vois, d'ailleurs, est-ce que vous diriez que vous êtes aujourd'hui, je sais pas, le niveau de professionnalisation que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous pouvez aller encore plus loin? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses à améliorer? En fait, on peut aller encore plus loin, mais là, ça va poser problème du rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aller plus loin, mais les gens ou les voyageurs ne réserveront plus. On n'arrivera plus forcément à gagner de l'argent. Donc, il faut un juste milieu. Par exemple, là, cette année, on a décidé de développer tout ce qui était services complémentaires. Donc, c'est des plus, hein, bien sûr, qu'on propose sur les grandes demeures, donc le château, la maison, les grands appartements, dès qu'il y a plus de 2 ou 3 chambres. Où là, on va proposer le chef à domicile. Donc, on est en contact avec une chef à domicile qui fait que ça. Donc, c'est de la restauration, on va dire. C'est pas de la haute gastronomie. Voilà, ça reste un chef à domicile. Il y a aussi tout ce qui est massage, photographe à domicile pour voilà, c'est des petits plus qu'on propose en plus. Après, ça ne va pas nous différencier, on n'augmentera pas la nuit parce qu'on fait ces services, c'est vraiment pour augmenter. Bah, tu as parlé tout à l'heure des hôtels, ce qui différencie un hôtel d'un Airbnb, c'est les services, l'hôtel. On aura beau tout faire, nous, les gens qui veulent passer à la base par un Airbnb, ils ne veulent pas forcément parler aux propriétaires, ils ne veulent pas forcément parler à la conciergerie, ils veulent prendre les clés dans la boîte à clés, rentrer et puis parler à personne. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, enfin, tous ceux qui nous écoutent, mais nous, ils ne cherchent pas de service, ils veulent le bien et puis c'est tout. Et tant mieux, c'est pour ça qu'on n'a pas le métier que l'hôtellerie. Et hybride entre l'hôtellerie et ça, on s'est dit des services où on propose, on book avec le voyageur s'il veut le chef à domicile ou autre, et après il se débrouille, c'est l'autre prestataire, donc le chef à domicile ou le masseur qui fait le travail en plus. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je te rejoins sur les différences entre l'hôtel et la conciergerie. C'est vrai qu'il y a même de sacrées différences, je trouve d'ailleurs. C'est vrai que tu parles des services additionnels. Ouais, c'est vrai que c'est un. Alors moi, je ne suis pas le plus grand fan des services additionnels. C'est ce que tu dis en fait. Toi, tu sais pas forcément avec ça que tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Non. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est vraiment du plus pour voilà, pour essayer des choses, mais
C'est beaucoup de logistique pour finalement. Pour pas grand-chose. Parce que ça rajoute encore un prestataire, quoi. Ça C'est ça. rajoute encore une couche de quelqu'un qui prend de l'argent. Enfin, c'est ça aussi peut-être la limite de la conciergerie, sans décourager ceux qui veulent. C'est que c'est pas le business le plus rentable de l'histoire. Il y en a qui essayent de dire que c'est scalable. Nous, on trouve pas que c'est scalable parce qu'en réalité, un nouveau bien, il faut plus de travail. Il faut un prestataire de ménage. Enfin, c'est pas vraiment scalable en fait. Dès qu'on rentre du chiffre d'affaires, on va rentrer aussi des charges. Donc c'est peut-être ça la limite de la personnalisation, c'est qu'en réalité, nous, par exemple, quand on regarde pour salarier des personnes, pour développer notre équipe, mais en interne, c'est assez compliqué quand même. Enfin, en fait, c'est pour faire un gros chiffre d'affaires et donc avoir une vraie équipe, peut-être des salariés, même un ou deux. Il faut énormément de biens, mais du coup, quand on se lance sans salarié, avoir énormément de biens, c'est pas de qualité, on s'épuise. Il faut réussir à trouver ce juste milieu, et c'est ça qui. Mais c'est peut-être bien aussi, peut-être que les conciergeries, il y en aura très peu des très grosses, ça va rester très local, etc. Un peu comme de l'artisanat. Il faut voir. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est quand même dur. Et il y a un gros aussi turnover, je pense, des conciergeries. Je pense que c'est un métier déjà qui est assez récent. Mais il faudrait voir dans 10 ans quelle conciergerie est encore là et peut dire moi ça fait 10 ans que. C'est aussi pour ça que nous on recommande de miser la qualité, parce que c'est ça qui va permettre d'avoir l'endurance de durer dans le temps. Terme. Parce que peut-être que quelqu'un va tout de suite la première année avoir un parc énorme, mais il va s'épuiser, la qualité ça va dégringoler, et en fait il aura perdu peut-être. On perd jamais, parce qu'en réalité on gagne de l'expérience et des compétences et voilà, c'est différent. Ouais, tout à fait. Ça me ramène justement à une interview que je vais publier ou qui ne sera tardée. Justement, une personne qui avait fait un choix, qui a lancé sa conciergerie. Ça a été explosif au démarrage. Et en fait, tellement explosif que la personne, en fait, c'était beaucoup trop. En fait. C'était beaucoup trop. Ouais, c'est ça. C'était, je pense aussi, pas l'objectif, finalement. Elle s'est rendue compte que finalement, ce n'était pas son souhait. Elle voulait avoir un équilibre de vie perso et pro qui soit différent. Et du coup, en fait, elle a fait le choix de se séparer de beaucoup de biens, plus de la moitié, parce que en fait, ça collait pas. Ça collait pas. Et c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, moi, quand j'entends ça, je me dis que c'est le bon choix. C'est le bon choix. En tout cas, pour cette personne-là, c'était le bon choix. Et voilà. Après, c'est une question d'objectif, de vision. Mais c'est vrai que ça a été explosif à certaines périodes, les conciergeries. Il y a encore des zones aujourd'hui où ça peut être explosif, mais c'est vrai que ça tend un peu à se saturer. Là, avec les restrictions, ça va certainement écrémer un petit peu ceux qui n'étaient pas sérieux et garder vraiment les bons. Le monde sera un peu différent. Le monde sera différent en 2025. Ouais, alors après, pour revenir, oui, sur la professionnalisation, ce que je vois bien. Alors, il y a les upsells. Moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas un grand fan parce que ça fait, comme tu le disais, beaucoup de logistique pour. Finalement, on ne gagne pas grand-chose pour ne pas dire que des fois, rien, quoi. Donc. Voilà. Et moi, ce que je vois bien, par contre, et justement, j'en ai parlé au tout début de ce talk, c'est, tu vois, par exemple, tes compétences en marketing, par exemple, savoir cibler, savoir positionner son business, positionner sa conciergerie. Je trouve que ça, par contre, c'est des compétences qui sont hyper utiles, qu'on doit avoir de plus en plus dans nos conciergeries, qu'on n'a peut-être pas encore beaucoup, en tout cas pas suffisamment à mon goût. Ça, c'est des compétences qui, pour le coup, sont vraiment pour le coup, ça professionnalise nos conciergeries. Et ça, c'est des trucs que je pense à mettre en place. Il y a beaucoup de conciergeries aujourd'hui qui ont. Enfin, je veux dire, je pense qu'il n'y a juste pas de stratégie marketing pour plein de raisons, bonne ou mauvaise, mais il n'y a juste pas de stratégie parce qu'en fait, soit ils rentrent des biens, c'est tellement explosif qu'en fait, il n'y a même pas besoin. Donc, voilà. Ou alors, parce que c'est un manque de compétences aussi. On n'a pas tous ces compétences-là. Enfin, moi, le premier, je suis vraiment hyper mauvais en marketing. Voilà, donc je n'ai pas ces compétences-là, donc tu es obligé d'externaliser. Et donc, c'est un coût, et donc il faut. C'est ça. Mais je pense que ça, c'est un truc qui va devoir être indispensable dans la professionnalisation. Ce que je verrai après, c'est un petit peu tout ce qui est aujourd'hui. Alors, il y a plein de services. Pour moi, tout ce qui va être. Alors, tu parlais du channel manager. Aujourd'hui, c'est incontournable. C'est clair qu'il y a des outils qui ne sont même pas discutables. Enfin, moi, je trouve que c'est même pas discutable. Il peut y avoir des services liés. Moi, je sais, je suis un grand militant pour ça, mais tout ce qui va être gestion tarifaire, moi, je n'utilise pas de Price Labs et autres. Par contre, des humains. Je prends un prestataire pour ça.
qui, eux, par contre, savent utiliser les outils et savent compiler tout ça et savent faire des stratégies. Et là, il faut un humain pour le faire. Et Ouais. ça, je trouve, les hôtels le font très bien, alors avec d'autres manières de faire. Mais je trouve que ça fait partie de notre professionnalisation et voire même, ça va devenir un standard, je pense. Ouais. Et Bah, parce nous, que justement, j'en ai justement, dit dessus, donc je ouais, reviens juste dessus et après je te laisse la parole. ouais, vas-y. Justement, vous disiez au début que votre promesse, c'est une performance de 20 à 30% de plus par rapport à la moyenne. Ben, moi, dans ma zone, c'est quelque chose que je vérifie complètement. C'est-à-dire qu'en général, on fait sur le chiffre d'affaires par rapport à la moyenne dans notre zone, c'est toujours minimum 30% de plus. Mm. Je dis minimum parce qu'en fonction des biens où je me positionne, on peut faire du x2, on peut faire du x2,5 ou x3. Enfin, c'est juste, il y a des biens où c'est juste un carton. Donc voilà, c'est tout ce qu'on met en place dans la professionnalisation qui nous permet, je pense, d'atteindre ça, entre autres. Ouais, ça, je pense qu'il y a beaucoup de conciergeries qui le font pas. Hein. Ça, La c'est stratégie vrai que c'est assez tarifaire. grave. Hein. Ouais. C'est la base et nous, on l'a vu, on a commencé avant la conciergerie avec nos appartements pour se rapprocher du 100% de taux de remplissage, bien analyser la concurrence. On a connu très tard RDNA, mais on analysait manuellement, nous, sur Airbnb, sur le secteur. Voilà, on a toujours fait une stratégie prix. On utilise PriceLab, mais c'est plus pour automatiser, mais derrière, pour donner les règles. Après, derrière, c'est nous qui exécutons la stratégie prix. On ajuste en permanence. Voilà, on ajuste. PriceLab sert juste d'outil pour automatiser, prendre les règles et bloquer. Ouais, mais on le met reste, en une nuit si c'est ça. c'est pas encore réservé. Mais oui, on est derrière et ça fait partie de notre métier. Ouais. Mais ça rejoint le marketing en fait. C'est vrai que c'est pilier du coup dans toutes les entreprises, hein, mais donc dans les conciergeries. Parce qu'il y a le marketing à la fois vitrine, c'est-à-dire plus communication auprès des prospects, mais aussi le marketing, clairement, comment piloter l'activité commerciale, comment augmenter les performances, etc. Ça, il faut vraiment avoir une appétence quand même pour les chiffres et pas avoir peur de parler d'argent. Oui, c'est clair, c'est clair. Bah, je pense que ouais, c'est ce que tu dis, c'est vrai. En tant qu'entrepreneur, tout ça, ça doit pas nous faire peur. Après, on aime plus ou moins, mais en tout cas, ça doit pas nous faire peur. On ne doit pas avoir peur d'aller mettre le nez dedans et de regarder la réalité en face aussi, quoi. On apprend plein de choses quand on regarde les chiffres. Ouais, c'est ça. Donc, de ne pas avoir peur de faire ça, ça fait partie des qualités de l'entrepreneur. Bon, il y a tout un sujet qu'on pourrait ouvrir sur les qualités de l'entrepreneur et la formation individuelle de l'entrepreneur, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Il faudra faire le deuxième talk. Donc, on ne va pas aller là-dessus, mais oui, effectivement, il y a toute une partie sur le développement personnel ou en tout cas la formation continue de l'entrepreneur. Moi, j'y crois beaucoup à ça. Ok, eh bien écoutez, on a beaucoup avancé, on s'est dit pas mal de choses. Alors je ne sais pas si vous vouliez qu'on aborde un dernier point avant de passer à la dernière séquence de ce talk. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé? Non, ça me semble. J'ai rien en tête. Ouais. Ok, ça marche. Bon, on va passer du coup à la dernière étape de ce talk, donc c'est le quiz. Donc pour ceux qui nous suivent, je vais rappeler rapidement un petit peu les règles du jeu. Donc c'est une petite séquence de questions, on va dire assez courtes, et du coup qui doivent amener une réponse assez courte, bien sûr. Évidemment, comme dans tout ce on pourra rebondir sur les réponses. Et puis si vous sentez que vous avez besoin d'approfondir la réponse, évidemment, il n'y a absolument aucun souci. Donc on va partir sur cette petite séquence de questions. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Allez, ça marche. Alors, on en a un petit peu parlé, mais je voudrais remettre un petit peu en avant vos services. D'après vous, c'est quoi la plus grande force de votre conciergerie? La plus grande force. La performance. Ouais, performance. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est à la base. Ouais. Ok, ça marche. Quel aspect allez-vous ou aimeriez-vous améliorer dans votre conciergerie pour être plus performant et satisfaire toujours mieux vos clients? Automatiser encore plus. Parce que plus on automatisera, plus on aura le temps de se focus sur les réels problèmes. Voilà. Et l'amélioration. La communication voyageur notamment. C'est le seul truc qu'on n'a pas encore automatisé. On le gère encore le week-end, le soir. On a une
une assistante qui est là la semaine, et donc qui peut nous aider là-dessus, mais le soir et les week-ends et les vacances, c'est nous. Sachant bon, que la plupart des messages, à part quand il y a un problème dans un appartement, enfin dans un logement, ça peut être évité. Il n'y a pas besoin de notre expertise quoi, là-dessus pour dire j'arrive pas à ouvrir la boîte à clés, 2 minutes après, ah si, c'est bon, j'y arrive. Donc, ouais, ce serait ça. Plus rationaliser la communication voyageur. Même si on a déjà beaucoup automatisé la plupart des messages, ce qui est la base. Ouais, ok. Bah, du coup, ça m'amène à la question suivante qui était justement qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle pour la relation voyageur? Bah, si vous connaissez un outil, moi je suis preneuse pour répondre. Oui, il y a des services qui font ça, alors plus ou moins performants. Alors, je vais en citer un ou deux parce que je les ai en tête, mais évidemment, ça ne m'empêche pas pour tous les autres de se mettre en avant. Alors, moi, j'avais en tête Albert SAV. Qui fait ça. Moi, j'attends, ouais. Et je crois qu'il aura un truc genre, je crois que c'est Mister Sherlock, je crois, ou un truc comme ça. Ok, Albert, on connaît. Après, on aime ou on n'aime pas. On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas le plus grand fan de l'IA dans les réponses voyageurs. J'avais moi testé mon propre chatbot et j'avais pas été. Après, je suis pas l'informaticien du siècle, mais j'avais pas été très satisfait. Et je trouve que les questions sont trop complexes ou trop humaines. D'ailleurs, je sais pas trop comment faut le dire. Qui fait qu'en fait, pour l'instant, c'est peut-être qu'une question de temps, mais pour l'instant, l'IA, je la trouve pas encore au point. C'est vrai que faut être subtil, c'est vrai qu'il faut être subtil. Mais en même temps, moi, ce que je dis à Rolf, c'est que des fois, j'ai l'impression d'être un chatbot. Parce que des fois, c'est souvent les mêmes questions, souvent les mêmes réponses. Du coup, moi, j'ai même commencé un document avec des questions types, mais bon, qui sont pas si types en réalité. Par exemple, je sais pas, on a un logement, le digicode, je sais pas pourquoi, une fois par mois, il bug. Et donc, on a un process, on lui dit, faites ci, claquez un peu la porte. Et donc, ce genre de choses, maintenant, où la machine à café ne marche pas. Est-ce que vous avez bien positionné le truc? Est-ce qu'il n'y a pas une capsule de coincée? Ce qui, en fait, n'est pas très simple, parce qu'il faut quand même connaître toutes les petites astuces. Mais du coup, j'ai commencé un document où je note tout ça, et je me dis peut-être qu'un jour, voilà, si j'ai envie de faire un chatbot un peu plus personnalisé, mais nous, ça nous intéresse, l'IA, de manière globale, et pour la communication voyageur, ça peut vraiment soulager au moins, même si ça ne sera peut-être pas 100% parfait. C'est vraiment un truc à tester, ça dépend vraiment de votre fonctionnement, de votre sensibilité, et puis comment vous amenez ça aux voyageurs. C'est vraiment, je pense qu'on en est vraiment qu'au début de ce truc-là, et donc pour l'instant, c'est chacun a son avis. C'est peut-être qu'une question de temps, comme je dis, peut-être que dans un an, on en revient et on aura un truc super. J'en sais. Peut-être, sûrement, c'est possible. Et puis si c'est le cas, moi j'y vais direct, quoi. Je veux dire. Pour l'instant, j'ai pas trouvé satisfaction encore, mais je désespère pas. Alors du coup, c'est quoi votre plus grande fierté depuis que vous avez lancé votre conciergerie? Bonne question. C'est d'avoir des beaux biens, de gérer des beaux biens de qualité. Ça nous fait plaisir. Ouais, je pense qu'il faut garder, au-delà de tout ce qu'on a dit, performance, qualité, cercle vertueux, faut aimer ce qu'on fait. Et c'est vrai que de gérer des belles propriétés, ça met du baume au cœur, quoi. C'est quand même beaucoup plus agréable, c'est quand même plus valorisant. Faut garder un peu de passion dans notre métier. Et je pense que c'est ça. C'est les belles propriétés. Et que ce soit des personnes qui nous fassent confiance, des propriétaires qui ont des propriétés quand même d'exception. Souvent, c'est du patrimoine dans lequel ils ont investi, dans lequel ils ont rénové. C'est quand même... Et le fait de partager ça avec un propriétaire, c'est quand même une belle relation. C'est clair. Juste pour revenir sur effectivement la passion, c'est vrai que ça peut, ça fait genre un peu discours de gens un peu perchés, mais franchement, je pense que c'est vrai, quand on se lance en conciergerie, c'est un métier ingrat. Je disais tout à l'heure que le ménage était ingrat, et c'est vrai, mais la conciergerie, c'est ingrat aussi, quoi. Je veux dire, on règle des problèmes en permanence. C'est ça, on nous appelle quand il y a des problèmes, quoi. Donc, et si on n'a pas réussi à trouver une solution ou à bien solutionner le truc, on est tout de suite en première ligne, ça fait des clients pas satisfaits. On se prend vraiment tout dans la gueule, vraiment. Donc, je pense que s'il n'y a pas un minimum, comme tu dis, de plaisir, parce que tu as des biens d'exception, parce que je sais pas quoi, tu arrives à trouver quelque chose qui te plaît dans ce que tu fais, et que tu es un peu passionné par ce truc-là, franchement, si on n'a pas ça,
C'est dur. Ouais. Je pense que c'est dur et on craque, en fait. Je pense que Ouais, c'est ça. on arrête. Tu te fais allumer par le propriétaire, ça va une fois, deux fois. Je pense qu'après, tu n'as plus envie, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ok. Alors, une question un petit peu différente, mais est-ce que vous avez un livre, une ressource ou un mentor, quelqu'un qui vous inspire dans ce que vous faites au quotidien, qui peut être lié à la conciergerie ou à l'entrepreneuriat ou autre, hein, bien sûr? Ouais, plusieurs entrepreneurs liés à l'entrepreneuriat qui m'inspirent. Moi, j'aime bien Oussama Ammar. Après, sur de la conciergerie pure, non. On n'a pas, nous, voilà, on a. Un peu autodidacte. Ouais, on était autodidacte là-dessus, donc sur de la conciergerie pure, non. Pas de. Ok, ça pas marche. Juste, ouais, les grands concepts. En fait, c'est vrai que c'est pareil, la conciergerie, donc ça se rapproche quand même pas mal de l'artisanat. Donc des fois, on a un peu la tête dans le guidon. Mais je pense que les grands concepts de l'entrepreneuriat, parfois, c'est important de les connaître et de les appliquer à sa conciergerie, même si des fois, on se dit, C'est ça. nous, c'est une petite conciergerie, toute petite PME, etc. Mais il y a quand même des concepts, des choses qui peuvent faire des déclics et permettre de faciliter le travail, mais dans les deux sens, à la fois logistique, mais aussi faciliter en faisant plus de chiffres, en réussissant plus, et donc en étant plus motivé à continuer. C'est ça. Ouais. Ok. Ok, ça marche. Plutôt Booking ou plutôt Airbnb? Airbnb. Ouais, Non, mais, Airbnb. ouais. Ah, Il faut les deux. C'est un amour haine avec Airbnb. Ouais. Après, j'aime bien, ouais, je sais pas. Des fois, il y a Airbnb m'agace, mais des fois, Booking. Airbnb, ils ont une belle image de marque. C'est ça. C'est quand même. Voilà, on repart sur l'image de marque, c'est important. Même quand on travaille avec des gens qui eux-mêmes ont une image de marque, ça sert l'image de marque. Et ouais, Airbnb, ils ont une belle image. On aime quand même ce qu'ils développent, ce qu'ils essayent de faire. Bon, après, voilà, il y a plein de choses à optimiser. Booking, c'est plus impersonnel. Mais en même temps, c'est incontournable quand même, hein. Il y a des biens. On est toujours un peu plus Airbnb. On est à 60% Airbnb, mais on est 40% ça Booking. commence On peut pas s'en passer, quoi. à se rejoindre. Ouais. Mais plus Airbnb. Donc plutôt Airbnb alors. Pour le marketing, encore une fois. Ok, ça marche. Quelle est votre potion magique? Les choses qui vous renforcent au quotidien, qui vous donnent de la force au quotidien? Notre duo, hein. Ouais, notre duo, j'allais le dire toi. Ouais. Parce qu'on est un couple, je sais pas si ça c'était. Oui, ça, on aurait pu de collègues. Oui, on est un couple. Ouais. Donc, ouais. Non, je pense que c'est la dynamique de notre couple. Des fois, il y en a un qui a un coup de mou et puis l'autre qui essaye de relativiser, qui essaye de rebooster. Puis on est très complémentaires sur plein de choses. Donc ouais, je dirais notre couple. Ouais. Si t'es d'accord. Moi, j'allais dire toi, donc ouais. Plus simple. Ok, ça marche. Et à l'inverse, votre kryptonite, ce qui vous affaiblit? Les voyageurs un peu bêtes. Prendre les choses trop à cœur. Ouais, on prend les choses trop à cœur avec certains voyageurs. Et les propriétaires, ça va. Moi, je me suis habitué. Je me dis qu'ils ont plus besoin de nous que l'inverse, qu'au final, on leur fait vraiment gagner de l'argent sans qu'ils ne fassent rien. Oui, ils ont le patrimoine, ils ont le bien, mais ils font rien. Donc, pas de souci. Mais le voyageur, ça m'agace. Ça m'agace quand je sais qu'il a le pouvoir de. Je suis très note. Et je sais qu'il a le pouvoir de faire descendre ma note, surtout quand on a une note aussi élevée que nous. Un 4 étoiles, un 3 étoiles, et ça fait baisser direct. C'est coefficient 100 sur la note. Ouais, non, mais je pense, ce qui est dur, après, je sais pas si c'est lié à nos personnalités ou. C'est de pas trop prendre les choses à cœur, parce que ça reste un métier, donc on gère des problèmes, et du coup, ça reste très humain. On est en contact avec les propriétaires, avec les voyageurs, on note notre travail, on note. Et avec les propriétaires, on parle d'argent, c'est du patrimoine, donc c'est quand même assez sensible. Donc c'est un métier où les relations, elles sont quand même assez sensibles, et donc il faut quand même s'accrocher. Nous maintenant, on y arrive beaucoup mieux, mais au début, on a eu des coups où on s'est dit, waouh, c'est dur, quoi. Faut quand même faut pas être trop sensible, et c'est pas impossible, parce qu'encore une fois, je pense qu'on est des personnes assez sensibles et on y arrive, mais il faut s'y attendre, quoi. Il faut s'attendre à ce que ça soit quand même. C'est très humain, quoi. Faut mettre l'ego vraiment de côté, se dire bon, c'est pas vraiment contre moi,
voilà, c'est le moment, le concept à ce moment-là, le voyageur, comment il se sentait, même le propriétaire, parce qu'on ne sait pas tout, il a aussi sa vie, il a aussi C'est ses ça, bah oui, stress. bah oui. Voilà, il faut essayer Chacun est dans sa bulle, quoi. Ouais, faut essayer de. Ouais, donc il faut réussir à prendre du recul des fois par rapport à tout ça. Alors après, comme vous êtes à deux, c'est peut-être, voilà, quand il y en a un, comme tu disais, qui a un coup de mou, bah, l'autre peut-être peut être là pour relever un On peu se ça. monte la tête tous les deux. Ouais. Des fois, On est en équipe, on part. se dit c'est nous qui avons raison, Ouais. pas les autres. Des fois, on part et. Ouais, bon, ça fait partie du métier. Ok, super. Eh ben, on va passer aux 2 dernières questions rituelles hein, dans ce talk show. Qu'est-ce que pour vous le sens de l'hospitalité? Ouais, le sens de Grande l'hospitalité, bah, question. ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure, ça va vraiment être le parcours voyageur. En gros, nous, on a fait en sorte qu'ils puissent venir dans chaque bien, même les grandes demeures, même le château, sans qu'il ait besoin de nous poser la question. On le prévient en amont, lui explique tout ce qu'il faut faire pour accéder aux biens sans problème. Et donc, il peut venir à l'heure qu'il veut, sans souci, et être posé comme chez lui. Il vient, c'est ça le sens de l'hospitalité, c'est on rentre euh, comme chez nous. C'est vrai qu'on Et pourrait ça, penser que l'hospitalité, ça l'est aussi si un voyageur a besoin de nous parler. Il y en a comme ça, on sent qu'ils ont c'est besoin rare. de parler. Ouais. Même si tout est sous leurs yeux, ils ont besoin de poser des questions, etc. Donc là, on est là. Mais en réalité, il faut que ça soit le plus fluide possible et prévoir, en fait, anticiper tout ce qui peut, toutes les questions ou tous les petits tracas qu'il peut y avoir pour que ça se passe au mieux, Puis quoi. sa première impression, c'est le plus important. Donc, s'il réussit son arrivée dans les lieux, bah, Ouais. il sera content tout le long. Il sera Quoi. dans une bonne humeur. Ouais, ok. Ouais, il y a un côté, je suis satisfait d'être dans le lieu que j'ai réservé, celui que j'ai C'est vu, ça. c'est bien celui-là. Et le côté un peu, je suis libre d'arriver. Comme chez nous, comme à la maison. Ouais, on aime bien dissocier. Tout à l'heure, on parlait de l'hôtellerie. Pour nous, c'est différent. Si on veut du service, si on veut du relationnel, aller au restaurant, voir des gens, voir des serveurs, Faut tu aller à vas à l'hôtel. l'hôtel. Alors que, bon, après, il y a d'autres critères qui font qu'on choisit un hôtel ou un Airbnb, parce que sur Airbnb, on a aussi des lieux uniques que même un hôtel ne peut pas nous offrir. Mais voilà, nous, en tout cas, en tant que consommateur Airbnb, c'est comme ça qu'on le voit. C'est qu'ils ont envie d'être libres, d'être autonomes et de se sentir comme à la maison. Comme si c'était une résidence secondaire. Ouais. Ok, très clair. Et donc, la dernière question sur laquelle on clôturera ensuite, est-ce que vous diriez que vous avez une conciergerie de rêve? Oui, bien sûr. Oui, parce que on a des biens qui sont relativement uniques. Chez nous, vous pouvez louer un château bourguignon qui a été rénové en plus. C'est pas comme on peut l'imaginer, un peu glauque, un peu froid. La propriétaire a fait un travail exceptionnel. Vous pouvez louer une maison d'architecte au milieu des vignes. Près des plus grands crus bourguignons, avec notamment sauna extérieur, vraiment tout ce qu'il faut pour une famille. Après, on a aussi des plus petits biens. On a un de nos biens qui est très atypique, avec énorme cheminée, pierre de Bourgogne, boiserie, et en plus, il y a une vue panoramique sur la cathédrale de Dijon. Donc oui, on a une conciergerie de rêve parce qu'on propose des biens de rêve et parce qu'on est des rêveurs aussi. C'est ça. Surtout moi. Ok. Et ben, ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à toutes ces questions qui ne sont pas toujours évidentes non plus. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on retrouvera donc sous la vidéo tous les liens pour pouvoir vous contacter. Et puis, merci à tous d'avoir suivi ce talk. N'hésitez pas à liker la vidéo déjà si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire en dessous si vous avez des questions pour moi ou pour Virginie et Rolf. N'hésitez pas à les poser, on se fera un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous, hyper important pour ne pas rater les prochains talk shows. Et puis, je vous dis à tous une très bonne journée. Merci Virginie, merci Rolf. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt.